Bienvenue à ce webinaire organisé par Eclos, dont le thème est centré sur l'économie circulaire et l'innovation. Donc, je me présente, je m'appelle Johanna Tirekidis, je suis la directrice d'Eclos et j'ai le plaisir aujourd'hui avec mes collègues Pauline, Perrine et Nicolas d'accueillir 4 entreprises. Alors, je m'excuse déjà pour la prononciation de la première, Alstrom Munkjo. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, Les Petits Doigts, Air Ambiance et Bring Back. Et je souhaite également la bienvenue à vous tous. Vous aurez l'occasion, je pense, de soumettre vos questions tout au long de ce webinaire lors de la présentation. Et moi, je vais simplement faire une petite introduction sur qui est Eclos. Donc, Eclos, c'est le CEEI, donc le Centre européen pour l'entreprise et l'innovation de Liège. Nous accompagnons les entrepreneurs porteurs de projets et les dirigeants d'entreprise à tous les stades clés de développement de leurs projets. Alors, quelle est la raison d'être d'Eclos? Donc, on se positionne vraiment comme un outil de l'écosystème au service de l'écosystème. Notre objectif, c'est de travailler au développement économique de la région et donc du coup de développer des projets d'entreprise avec les entrepreneurs et avec les entreprises de façon à ce que ces projets soient viables économiquement et apportent de plus de valeur ajoutée. Donc c'est vraiment ça notre objectif. Donc notre action se traduit concrètement à travers 3 types de services. Des services d'accompagnement où là, on coach des porteurs de projets ou des entreprises, des services de consultants spécialisés et là, on fonctionne plutôt comme une boîte de consultance traditionnelle avec une offre de services et un nombre de jours de prestations où on réalise pour l'entreprise un business plan, une étude de marché, un diagnostic, etc. Et enfin, nous organisons également des initiatives d'animation économique, comme le webinaire d'aujourd'hui, avec pour objet de favoriser le réseautage, de favoriser le partage d'expériences, etc. Donc notre philosophie, je l'ai un petit peu exprimée lors du slide précédent. Notre idée, donc nous sommes une ASBL, notre idée c'est vraiment d'avoir de l'impact sur le développement économique local et donc quand on travaille aux côtés des entrepreneurs dirigeants, notre objectif c'est vraiment de viser à la consolidation et à la création d'entreprises et d'emplois, à réfléchir au business model pour qu'il soit le plus durable et pour faire en sorte que les entreprises soient les plus résilientes possibles, à évaluer quelque part donc la proposition de valeur de l'entreprise pour maximiser les avantages compétitifs et également de façon plus macroéconomique à favoriser et à augmenter l'attractivité de l'écosystème, donc pour que les entrepreneurs aient envie de créer des sociétés et pour potentiellement que des boîtes, par exemple, ou des sociétés étrangères aient envie, pourquoi pas, de s'implanter ici à Liège. Alors, en termes de clients, on travaille avec toutes sortes de clients, donc autant des porteurs de projets isolés, des petites sociétés, des moins petites sociétés, des grandes entreprises, industries et également des institutionnels tels que les pôles de compétitivité, le gré ou encore des fonds d'investissement. Et en termes de secteur, donc Eclos, son core business donc, est tourné vers des entreprises dites technologiques et ou à fort potentiel de croissance. Ici, on se considère comme étant multisectoriel. On a une équipe dédiée dans le domaine du life science où on travaille assez bien, mais néanmoins, on travaille également beaucoup avec des dossiers en sciences de l'ingénieur, avec des dossiers agroalimentaires, avec des dossiers en tourisme, en industrie culturelle et créative. Voilà, on est assez large au niveau des secteurs, on n'a pas de domaine privilégié et l'économie circulaire ou l'économie de la fonctionnalité, donc qui est là plutôt une thématique transversale. Et donc, c'est un secteur qu'on essaye de développer à travers plusieurs programmes, dont le référent économie circulaire
qui est ici en la personne de Nicolas avec la Sewalfin, dont le programme Stream qui est géré par Pauline et dont certaines initiatives en économie de la fonctionnalité avec Imatera représentées par Perrine. Et donc là, ces grands principes-là, nous essayons de les appliquer en cross-secteur, voilà, pour les favoriser au niveau des entreprises. Alors, quelques chiffres clés. Ces chiffres datent, mais néanmoins sont toujours assez représentatifs pour 2021. Donc, Eclo, c'est environ 25 collaborateurs, c'est environ 372 projets par an. Et en termes de secteur, donc on a le life science qui représente 40%, les sciences de l'ingénieur et l'industrie 40%, et puis une variété d'autres secteurs pour le reste. Et ce qu'il faut retenir également, c'est qu'en termes de clients, la moitié de nos missions sont adressées aux porteurs de projets et petites entreprises. Voilà. Quelques exemples d'entreprises accompagnées sur les thématiques de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité. Je vous laisse découvrir ici les logos et je laisse la main à mes collègues pour la suite. On aura l'occasion d'illustrer davantage 4 entreprises telles que citées en début d'introduction. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter brièvement ce que c'est l'économie circulaire, une petite introduction. On peut passer à la slide suivante. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Alors l'économie circulaire, c'est une réponse au constat que le principe de l'abondance illimitée de ressources naturelles est en réalité un concept qui est devenu obsolète. Donc, nous vivons sur un monde fini avec des ressources limitées. Alors, si on regarde le graphique ici, qui est édité par l'association Global Footprint Network, qui retrace en fin de compte le nombre de terres utilisées par l'humanité au cours des dernières décennies, on note que les prélèvements sur les ressources naturelles dépassent largement la biocapacité de la Terre. Alors, quand on parle de biocapacité, c'est la capacité à régénérer des ressources renouvelables, à fournir des ressources non renouvelables et à absorber les déchets que nous produisons. En 2020, nous avons consommé environ 1,6 planètes sur une année, avec un jour du dépassement de cette planète le 22 août. Et donc, nous avons vécu environ 4 mois à crédit. Alors, le constat est donc que nous extrayons trop de ressources renouvelables et non renouvelables et que nous produisons trop de déchets, avec comme risque à court terme, moyen terme même et long terme, des choses qui deviennent évidentes à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique, la destruction des écosystèmes, la chute de la biodiversité, raréfaction de certaines ressources, etc. etc. Et donc, si on prend certaines ressources non renouvelables, on va donc vers leur raréfaction. Et par exemple, ça se traduit au niveau de la transition énergétique dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Certains matériaux ne seront peut-être plus disponibles dans les prochaines années pour réaliser notre transition. On parle par exemple du nickel et du cobalt, qui en 2018 avaient une disponibilité estimée à 40 ans, sachant qu'en 2020, seul 1%, selon l'ONU, seul 1% des terres rares étaient recyclées. Donc on va probablement tomber à court à un moment donné. Donc l'origine de cette mauvaise gestion de nos ressources naturelles et de l'accumulation de nos déchets provient en très grande partie de notre modèle économique actuel, qui est un modèle qui est non linéaire. Alors ce modèle, nous le connaissons tous, il consiste en l'extraction d'une ressource pour la production d'un produit qui va ensuite être transporté jusqu'à son utilisateur, qui va ensuite l'utiliser durant un temps T pour in fine s'en débarrasser. Dans ce modèle, l'impact de chacune des étapes du cycle de vie du produit sur l'environnement n'est en fait jamais envisagé. Et preuve en est, par exemple, tous les produits low cost qui ont une obsolescence programmée, que ce soit en termes techniques ou en termes d'effet de mode, et que l'on jette une fois qu'on en a utilisé. Donc ce modèle est excessivement consommateur de ressources et d'énergie et produit des montagnes de déchets astronomiques annuellement. Et donc c'est comme ça que nous en arrivons à dépasser la biocapacité de notre planète. Face à l'économie linéaire, se positionne l'économie circulaire, qui se pose en fait en changement de paradigme, puisqu'on y envisage l'économie comme un cycle, prenant en compte chacune des étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service pour limiter son impact sur l'environnement. Alors ce système en boucle permet alors de réintroduire un produit en fin de vie dans le cycle économique, limitant ainsi le besoin en approvisionnement de nouvelles ressources qui soient renouvelables ou non renouvelables, et vise in fine à éliminer même le concept du déchet.
Alors, l'économie circulaire, c'est donc un modèle économique qui a une vision systémique et qui se veut le plus sobre en consommation de ressources renouvelables et non renouvelables et générant le moins possible de déchets, tout en étant évidemment efficace économiquement. Alors, ce modèle économique se repose sur plusieurs piliers, dont le nombre peut varier selon les définitions. Par exemple, la DME en France en identifie 7. Ici, en région Wallonne, on en identifie plutôt 4. Alors, ce sont les 4 suivants. C'est la conception et la production circulaire. Donc, la conception et la production circulaire visent à l'optimisation de l'utilisation des ressources en prenant en compte chacune des externalités qui peuvent être produites à chaque étape du cycle de vie d'un produit. Alors l'exemple le plus criant est qu'il est maintenant admis que l'étape de conception ou de design d'un produit représente en réalité 80% de l'impact durant l'entièreté de son cycle de vie. Donc c'est durant cette phase de conception que vont être choisis les matériaux, qui sont des ressources renouvelables ou non renouvelables, leur quantité, la durée de vie du produit, sa réparabilité, son mode de production, etc., etc. Le deuxième grand pilier, c'est la logistique inversée. Ce processus repose sur un système de récupération des produits en fin de vie ainsi que des emballages auprès des clients et des fournisseurs de l'entreprise afin de les réintroduire dans le cycle de production et d'utilisation. Dans cette logique, on va retrouver tous les systèmes de consigne, par exemple les Europalettes, les consignes de bouteilles de bière, etc., etc. Le troisième grand pilier, ce sont les nouveaux modèles économiques. Quand on parle de nouveaux modèles économiques, on pense évidemment à l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est un modèle économique qui est innovant, qui contribue à optimiser l'utilisation des ressources matérielles et immatérielles, par exemple en remplaçant la vente d'un bien, d'un produit, par l'offre d'une solution de service qui est intégrée généralement avec une plus haute valeur ajoutée. Par exemple, une entreprise n'a plus besoin d'être propriétaire de sa photocopieuse, mais a besoin de pouvoir réaliser des photocopies et a donc besoin de l'usage de la photocopieuse. Alors, ce que cela change, c'est que le producteur n'introduira dès lors plus d'obsolescence programmée dans son produit et récupérera son matériel en fin de location ou en fin de vie. Et après un reconditionnement du matériel, l'introduira à nouveau dans le cycle économique. Alors, donc, on est de nouveau dans une logique de circularité. Et le quatrième grand pilier, ce sont les symbioses industrielles qui apportent une réponse qui est globale et intégrée en proposant de s'inspirer, par exemple, des écosystèmes naturels. Ce processus s'organise généralement entre plusieurs entreprises et se base sur l'échange et ou la mutualisation de certaines ressources pour en optimiser l'utilisation et le recyclage. On va retrouver par exemple le fait que des déchets d'une entreprise peuvent être les ressources d'une autre, que ce soit par exemple des chutes de production, un flux de matière organique, de l'énergie calorifique, ou encore certaines ressources peuvent être mutualisées, comme par exemple un équipement qui est sous-utilisé, ou même de ressources humaines. Alors pour conclure, l'économie circulaire, c'est un changement de paradigme qui est ambitieux, mais qui offre généralement de nombreuses opportunités au travers des 4 piliers qu'on a identifiés ici. Souvent, lorsqu'une entreprise va se lancer dans une démarche de circularité, par exemple au travers de l'éco-conception, elle va in fine activer les autres piliers d'une façon très naturelle. Alors, je vais passer maintenant la main à Pauline, qui va vous préciser quels sont les leviers d'action sur l'économie circulaire chez ICLO pour accompagner une PME sur le chemin vertueux de la circularité. Voilà, donc bonjour à tous, merci Nico. Donc avant de plonger vraiment dans les leviers d'action qui sont proposés par ICLO, ici l'idée c'est de vous présenter d'abord les questionnements que peuvent avoir les entreprises ou les porteurs de projets, donc qui sont liés à l'économie circulaire ou à l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Et donc par rapport à ces questionnements, ICLO va pouvoir venir en aide à ces entreprises ou porteurs projets en les accompagnant grâce à différents programmes. Donc, une première question qu'une entreprise ou porteur de projet peut se poser, c'est « j'ai envie de rentrer dans une démarche d'économie circulaire, mais je ne sais pas par où commencer ». Donc là, c'est notamment le cas de la menuiserie MAM qu'on a accompagnée via un diagnostic notamment. Donc, une deuxième question qui pourrait se poser, c'est « j'aimerais me lancer dans un projet d'économie circulaire, mais je ne sais pas comment le développer ni comment le financer ». Là, c'est le cas de la fromagerie Régal qu'on a accompagnée via un diagnostic également. Une question plus spécifique qui peut se poser, c'est « j'ai des déchets importants, mais je ne sais pas comment les valoriser ». Ici, c'est le cas de l'entreprise Alström Munge, donc qui a participé à notre projet de valorisation des déchets. Et Julie Rabatel est notamment également présente avec nous aujourd'hui et va vous témoigner
de son accompagnement via ECLO dans cette thématique. Et alors, une dernière question, ça peut être, je ressens le besoin de changer de modèle économique vers un modèle plus durable, mais je ne sais pas par où commencer. Et donc là, c'est toute la thématique de l'EFC. On a notamment eu le cas avec Air Ambiance, qui est actuellement accompagné par ECLO et qui va également témoigner plus tard dans ce webinaire. Donc voilà, par rapport à ces différents questionnements, ECLO propose 4 leviers d'action. Donc, par rapport à la question numéro 1, qui est la plus générale, je ne sais pas par où commencer, on va proposer un diagnostic du référent bas carbone. Donc, ce diagnostic, en fait, c'est une analyse 360 degrés de l'entreprise qui va prendre en compte plusieurs aspects, comme l'énergie, les déchets, la mobilité et le modèle économique. Donc, ça va vraiment être une analyse globale de l'entreprise au niveau économie circulaire, économie de la fonctionnalité. Et alors, grâce à ce diagnostic, le référent va pouvoir détecter des opportunités et proposer alors des pistes d'action à l'entreprise et ensuite accompagner l'entreprise dans ses démarches suivant ses besoins et sa motivation. Et alors, le référent économie circulaire bas carbone peut aussi diriger l'entreprise vers un autre accompagnement qui est proposé par ECLO. Et donc, ceux-ci sont ceux que vous voyez sur la droite. Donc, par exemple, par rapport à la deuxième question que je vous ai présentée dans la slide précédente, donc j'ai un projet en économie circulaire, mais je ne sais pas comment le développer ni comment le financer. Là, on va pouvoir proposer un accompagnement plus classique de consultance. Donc, c'est vraiment le core business d'ECLO, avec par exemple un accompagnement plutôt coaching ou plutôt service de consultance comme business plan ou plan financier. Ensuite, par rapport à la question, j'ai des déchets importants, mais je ne sais pas comment les valoriser. Là, on a vraiment un projet spécifique qui concerne la valorisation des déchets. Et par rapport à la dernière question, donc je souhaite changer de modèle économique vers un modèle plus durable. Là, on a un accompagnement spécifique au changement de modèle économique via l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Voilà, donc, outre l'accompagnement plus classique de consultance, ici, l'idée, c'est vraiment de zoomer sur les 3 programmes plus spécifiques d'ECLO, donc le diagnostic, le projet de valorisation de déchets et l'accompagnement en EFC, pour que vous ayez plus d'informations par rapport à ces différents programmes. Donc voilà, par rapport au diagnostic via le référent bas carbone économie circulaire, donc il faut savoir qu'il y a un réseau de référents qui est situé sur toute la région wallonne. Ils sont logés dans les CEI et alors le référent va pouvoir accompagner les entreprises de son territoire. Et donc les référents sont aussi pilotés par la SOALFIN et leurs tâches sont assez multiples puisque le référent va faire de la sensibilisation au niveau des PME. Donc, cette sensibilisation peut être individuelle ou collective. Il va également réaliser des diagnostics d'opportunités, donc comme je vous le disais dans la slide précédente. Et alors, suite à ce diagnostic réalisé, il va pouvoir proposer un accompagnement de l'entreprise dans sa transition vers une économie plus circulaire grâce aux opportunités qui ont été détectées. Et donc, il y a différents axes qui sont étudiés. Il y a la performance énergétique, la réduction des gaz fluorés, l'économie circulaire et la réduction des déchets. Donc, ce diagnostic est tout à fait gratuit. Il est simplement soumis aux aides de minimis. Et alors, si vous souhaitez en savoir plus par rapport à cette initiative, donc c'est Nicolas Schilz qui est notre référent en économie circulaire bas carbone. Donc voilà, vous voyez ici son adresse mail ci-dessous. Ensuite, par rapport au deuxième projet plus spécifique lié à l'économie circulaire, il s'agit du projet Wonderful Stream. Donc là, c'est un projet interreg avec plusieurs organisations partenaires qui sont situées dans l'Eurégio, donc qui sont situées en province de Liège, en province du Limbourg belge, en province du Limbourg aux Pays-Bas et en région d'Aken en Allemagne. Donc ici sur Liège, c'est ECLO et Wallonie Design qui sommes partenaires du projet et qui coordonnons le projet. Et alors l'objectif, c'est de rassembler des entreprises qui génèrent des flux résiduels dans le but de les valoriser et donc d'en faire de nouveaux produits ou services circulaires. Et pour ce faire, on met à disposition du projet différentes expertises. Donc on allie vraiment 3 expertises qui vont collaborer
ensemble. Donc, il y a l'expertise en technologie, l'expertise en développement commercial et l'expertise en design. Et donc, ces trois types d'experts vont accompagner l'entreprise qui participe au projet dans sa transition circulaire et dans sa valorisation des déchets. Donc, à nouveau, ce projet est gratuit et il est soumis aussi aux aides de minimis. Voilà, donc au niveau de l'objectif du projet, c'est la réalisation d'un premier prototype sur une durée d'environ 1 an. Et donc, l'entreprise va pouvoir repartir avec ce premier prototype et des premières analyses et études au niveau des 3 expertises. Voilà, et alors pour le troisième accompagnement spécifique, il s'agit de l'accompagnement au changement de modèle économique via l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc là, c'est ECLO qui propose cet accompagnement en collaboration avec Imatera et Ecores. Et donc, cet accompagnement vise à accompagner les entreprises et leur écosystème vers des modèles économiques plus efficients et durables, et ce, via différents types d'actions. Donc, il y a des moments de sensibilisation, de facilitation, de formation, d'accompagnement individuel et collectif, et aussi des moments de partage d'expériences. Et donc là, l'objectif, c'est de repenser ou d'innover le modèle économique de l'entreprise. Et donc, c'est Perrine Mersenier qui est responsable pour ce projet. Donc, vous voyez ici son adresse mail ci-dessous. Voilà, donc maintenant, je vais passer la main à Perrine, justement, qui va introduire aujourd'hui. Voilà, on a l'enregistrement qui se réenclenche. Donc, on a 4 intervenants aujourd'hui. Donc, c'est 4 entreprises ou projets en cours de création qu'on accompagne avec ECLO et qui ont eu ou qui ont toujours des réflexions en économie circulaire ou en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, on leur donne la parole aujourd'hui pour qu'ils vous inspirent, qu'ils inspirent d'autres projets, d'autres entreprises à se lancer dans les mêmes démarches. Alors, Pauline, si tu sais repartager les slides, parce qu'on ne les voit plus. Oui, ça c'est... Donc, les 4 projets qu'on a aujourd'hui, on les a déjà cités. On a Laurent Almez qui va parler du projet en cours de création Bring Back. Ensuite, Gérald Faoué qui va parler de son entreprise Air Ambiance et de sa réflexion en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Adrien Merlin qui va parler du projet Les Petits Doigts, qui est un projet 100% circulaire et local. Et Julie Rabatel qui va parler du projet de revalorisation des déchets dans l'entreprise Alstom Munjo. Alors, le premier intervenant, c'est Laurent Almez, qui est fondateur de la start-up Bring Back. Bring Back, c'est une start-up en cours de création qu'on accompagne avec ECLO. Et si je ne me trompe pas, Laurent a eu l'idée de ce projet suite à un voyage il y a un peu plus d'1 an en Indonésie, si je ne me trompe pas, où il a été vraiment choqué par la quantité de déchets qu'on pouvait observer dans ce pays-là. Et il a souhaité lancer Bring Back, qui est un projet qui vise à réintroduire la consigne des contenants dans le secteur agroalimentaire en Wallonie. Laurent, c'est à toi. Je rappelle juste aux intervenants de bien respecter le timing de 8-9 minutes, comme ça on aura un temps d'échange. Et aux participants de ne pas hésiter à poser leurs questions dans le chat pour qu'on les pose après aux intervenants. Merci à toi, Laurent. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. Peut-être juste une petite information. J'ai été sorti 2 fois depuis que je suis ici dans le lien. Donc, si jamais ça arrive, voilà, je te demanderai de reprendre peut-être le relais. Donc voilà, ça doit être un problème de connexion. J'espère que ça n'arrivera pas. Alors voilà, tout d'abord, merci. Effectivement, allez, j'ai lancé le projet Bring Back il y a 1 an, suite à un voyage en Asie, où on va dire, dans certains pays comme le Myanmar, le Laos, etc., la pollution est plus visible parce que voilà, le système de collecte et de tri de déchets est parfois soit inexistant, soit moins développé. Donc voilà, et donc suite à ça, je me suis pas mal informé sur le sujet parce que j'avais une sensibilité à l'écologie depuis toujours. Pour voir voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-bas, mais qu'est-ce qu'on pourrait peut-être également faire chez nous et comment ça se passe en fait, parce que chez nous, on n'est pas des anges non plus, on a aussi encore pas mal de choses à améliorer. Et donc en fait, là-bas, je suis tombé sur plusieurs études. On peut peut-être prendre le prochain slide.
Oui, je suis tombé sur plusieurs études, entre autres de l'ADEME en France, qui dit qu'en fait, réutiliser le verre, des emballages en verre, des bouteilles ou des bocaux, permet d'épargner 79% de CO2 par rapport aux emballages alimentaires en verre qu'on met à la bulle à verre. Donc ici, avec le projet, on s'adresse vraiment au secteur alimentaire, on s'adresse aux producteurs alimentaires qui sont nos clients directs et de manière indirecte, évidemment, aux consommateurs. Et donc, voilà, quand je suis tombé sur cette étude-là et sur d'autres études qui diraient des pourcentages similaires, et on parle quand même de 5 fois plus écologique, de réutiliser le verre par rapport à le mettre à la bulle à verre, je me dis, OK, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Et d'où vient en fait cette différence écologique? La différence, c'est que si on met des emballages en verre à la bulle à verre, ils sont recyclés. Donc, on est déjà dans une économie circulaire, ce qui est déjà bien parce qu'on garde les matières premières dans notre écosystème. Par contre, le verre doit être fondu. Le fondre veut dire le fondre durant 24 heures à 1500 degrés. Voilà, là, on entend directement que la consommation d'énergie est extrêmement forte. Et donc, voilà, l'émission de CO2 est extrêmement forte également. Alors que le lavage de ces bouteilles, il se passe à 80 degrés, séchage 100, 120 degrés. Le processus de lavage dure 3 minutes et puis un peu de séchage, etc. Et donc, pour peut-être donner un exemple concret, une bouteille d'1 litre, on est aux alentours, ça dépend évidemment d'une bouteille à l'autre, mais plus ou moins à 450 grammes de CO2. Or, une bouteille lavée, ça émet uniquement 90 grammes de CO2. Et donc, en fait, de là, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Alors, réutiliser le verre, parce qu'en Belgique, on le connaît principalement sur le secteur des bières, sur le secteur des eaux, mais il y a plein d'autres secteurs où on utilise des emballages en verre qui ne sont pas consignés. Et donc, de là, voilà, j'ai pris contact avec plusieurs producteurs et je suis arrivé à la conclusion que, en fait, laver des emballages, c'est un métier pour soi, on va dire. Et donc, surtout les petits et moyens industriels n'ont pas forcément accès à ça, ils n'ont pas forcément l'espace, les ressources, les investissements pour les laveuses, etc. À leur disposition. Et donc, je me disais, OK, si maintenant on leur le propose en tant que prestataire de service, et donc là, je fais référence aux 4 piliers dont Nicolas a parlé tout à l'heure avec l'économie de fonctionnalité, à la place de vendre des bocaux qui ont juste une vie, on propose des bocaux qui ont plusieurs vies et on ne vend pas donc le produit, mais on vend l'utilisation, on vend donc un service complet. Et donc, voilà, de là, je me disais donc, OK, si on propose ça en tant que service, il y aura peut-être moyen de les convaincre de passer à un emballage plus écologique. On peut peut-être passer au prochain slide. Voilà, alors comment est-ce que ça fonctionne, cette solution clé en main? En gros, on a deux manières de fonctionner. La première est la solution clé en main, la deuxième est le lavage à façon, dont je vais en revenir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On livre les emballages propres des bocaux ou des bouteilles et également les différents produits annexes comme les couvercles, les étiquettes, les casiers de transport, etc. au producteur. Le producteur, lui, il reçoit donc des emballages neufs, propres, prêts à l'emploi. Et il l'utilise pour emballer son produit, pour vendre et distribuer son produit. Le consommateur l'achète au point de vente et ensuite, vu qu'il paye la consigne, il va ramener le bocal vide ou la bouteille vide et pour récupérer sa consigne, le point de vente devient donc un point de collecte. Nous organisons une logistique inversée, mutualisée de différents points de vente pour amener les différents vidanges jusque chez nous. Et chez nous, nous les lavons, nous les contrôlons pour voir est-ce que la bouteille peut encore faire un prochain cycle, on va dire, dans le sens est-ce qu'il n'y a pas des bris de verre, est-ce que le goulot n'est pas fissuré, est-ce que la bouteille est propre, vu qu'on est comme dans l'alimentaire, donc les normes d'hygiène et de stérilisation à respecter sont très fortes. Et ensuite, on les repaletise comme des emballages neufs, on va dire, et on les relivre aux producteurs, ou alors se repart pour un prochain cycle. Et ainsi, on permet aux producteurs d'adopter très facilement un emballage plus écologique, 5 fois plus écologique, qui en moyenne est réutilisé 20 fois, donc ça fait 19 fois moins de déchets. Et en fait, on lui permet d'adopter l'économie circulaire en tant que prestataire de service. Et lui, il ne doit pas changer grand-chose dans le sens qu'il reçoit des emballages prêts à l'emploi comme avant. On peut peut-être passer au prochain slide.
voilà, comme je disais, la deuxième manière de faire, c'est le lavage à façon. Le lavage à façon, c'est pour les producteurs qui s'organisent d'eux-mêmes pour adopter la consigne et adopter un emballage réutilisable, mais qui n'ont pas les installations de lavage. Et donc, pour les laver, pour les contrôler, pour les repalettiser. Et ça, c'est ce qu'on fait. Et ici, on s'est rendu également compte, en travaillant avec Eclo, qu'il y a également d'autres secteurs intéressants pour nous. Par exemple, ici, on a également identifié que ça ne peut pas uniquement se faire sur le verre, mais on pourrait également, on va dire, répliquer le modèle sur les emballages alimentaires en plastique. Et donc là, on est en contact avec un producteur de sauces qui utilise par exemple des seaux en plastique pour transporter des ingrédients dans leur usine d'un point A à un point B. Et ensuite, les seaux sont jetés. Alors qu'ici, on est en train d'investiguer si on arrive à les laver en respectant les normes alimentaires pour qu'ils puissent être réutilisés et pas être jetés après une seule utilisation, alors qu'ils sont encore intacts. Et les signes sont plutôt très positifs pour ce cas. On peut peut-être arriver au slide prochain. Voilà, alors qui sont les producteurs auxquels on s'adresse? Ce sont soit des producteurs de boissons, comme des brasseries, des viticulteurs, des producteurs qui font des jus, des softs alternatifs, etc. Ou alors des producteurs qui font des produits qui se vendent en bocal, comme les confitures, les pâtes à tartiner, les yaourts, les sauces, et également d'autres producteurs alimentaires qui font qui utilisent des emballages qu'on peut récupérer d'une manière facile, donc dans un écosystème assez fermé, on va dire. Voilà, comme cet exemple dont je venais de parler, avec le producteur des sauces qui utilise plus que 100 000 seaux l'année pour les jeter après une seule utilisation. Voilà, donc les récipients qu'on propose aux différents producteurs alimentaires, ce sont, voilà, comme je disais, les bocaux. Alors les bocaux, il y a différents formats, soit des bocaux avec des couvercles à visser, soit des bocaux comme les WEC par exemple, qu'on voit sur la deuxième photo. Il y a les bouteilles. Alors les bouteilles, voilà, de différents formats pour convenir aux différents besoins. Les bières, les vins, les jus, la bouteille de lait, les softs, etc. Et également les seaux. Donc ça, ce sont les emballages primaires qui sont donc en contact directement avec les aliments. Et sur le prochain slide, voilà, on voit également les emballages secondaires qu'on propose, qui sont comme les casiers pour les bocaux, les casiers pour les bouteilles ou des bacs, comme on dit, Euronormes, voilà, qui sont nécessaires pour assurer une bonne logistique. Donc voilà. Alors, les motivations de me lancer dans un projet d'économie circulaire, c'était parce que ça mélange plusieurs points d'intérêt personnel. On peut rester sur ce slide, qui est à la fois l'écologie, donc une meilleure utilisation de ressources, permettre l'innovation, parce que ça permet de trouver des nouvelles manières de produire, de consommer et des nouvelles manières de penser. Et de là, on découle aussi des nouveaux modèles économiques. Et donc ça, c'est donc le troisième intérêt personnel qui est l'entrepreneuriat. Voilà, de plus, on fait un travail avec un impact positif pour nous et nos générations futures, et tout simplement parce que l'économie circulaire, pour moi, c'est le futur, dans le sens que c'est demandé, voire de plus en plus exigé par la politique. Et enfin, si on prend un autre secteur qui sont par exemple les voitures, voilà, la mobilité va exister demain, mais ce qui aura changé, c'est l'aspect écologique de cette mobilité par les voitures électriques, au gaz, ou à l'hydrogène, ou n'importe. Donc voilà. Et pourquoi Eclo? Alors, Eclo me permet ici, donc ici, la mission est tout d'abord de faire une analyse de marché, de réaliser le plan d'affaires et de réaliser le plan financier. Et donc ça me permet en fait d'avoir un regard externe qui me challenge sur ma vision. Et ça, c'est vraiment extrêmement important dans un projet entrepreneurial, c'est cet effet miroir. Voilà, pour être challengé, parce que, voilà, pour faire. Ensuite, avoir un regard d'un expert sur l'approche et sur le contenu. Donc ça, c'est principalement pour la réalisation de l'analyse de marché, du plan d'affaires et du plan financier. J'en ai déjà fait avant dans ma vie,
mais je suis loin d'être un expert. Et donc là, c'est vraiment très, très important de s'entourer de personnes qui font ça tous les jours et qui savent vraiment voilà, comment s'y prendre et à quel point il faut faire attention. Et évidemment, c'est le gain de temps par délégation. Donc, parfois, on définit des sujets et ça avance ce travail, alors que ce n'est pas moi qui dois travailler dessus. Et ça, c'est extrêmement important aussi quand on se lance. Parce que du travail, il y en a beaucoup. Et donc, tout ce qu'on peut déléguer, c'est important aussi. Donc, voilà. Merci, Laurent. Merci à toi. Je vois qu'il y a une question dans le chat, donc je vais prendre celle-là. Ouais. Il y en a même deux. Donc, si je comprends bien, la première question, c'est sur l'impact économique pour l'utilisateur. Donc là, j'imagine qu'on parle de la tarification peut-être à laquelle tu as déjà pensé. Et la deuxième question, c'est de dire est-ce qu'il y a une taille critique pour l'utilisation de la consigne pour qu'elle soit viable ou pertinente? Est-ce qu'il faut l'utiliser un certain nombre de fois, etc. Donc, je te laisse répondre à ces deux questions-là et puis on passera à l'exemple suivant. Merci. Alors, la première question, quel est l'impact économique? Ça dépend dans le sens que ici, actuellement, au lancement, donc voilà, là, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, on est actif avec quelques producteurs. Notre installation et nos flux actuels nous fait souvent le prix de référence d'un producteur, c'est le prix d'un emballage en verre jetable, c'est ce qu'il paye actuellement. Et nous, on remarque qu'on est légèrement au-dessus de ce prix-là. Donc actuellement, économiquement parlant, on est légèrement plus cher. Ici, par contre, on travaille sur la mise en place d'un nouveau centre de lavage, où là, on aura vraiment des très grandes installations, très professionnelles, et qui nous permettent aussi de travailler dans des meilleures conditions économiques. Et notre objectif est de proposer les emballages au même prix, au même coût que ce que ça coûte à un producteur alimentaire d'acheter un emballage jetable. Et ainsi, on donne vraiment accès à la consigne et à un emballage écologique à tous les producteurs alimentaires. Parce qu'on vient avec un emballage qui est 5 fois plus écologique et qui n'est pas plus cher. Quand je dis coût et pas prix, c'est parce qu'actuellement, le producteur, il ne paye pas juste les X cents ou X euros par bocal ou par bouteille, mais il paye également des taxes. Et adopter la consigne permet de réduire ces taxes. Comme par exemple, en Belgique, il y a une écotaxe. Si on travaille sans consigne, on paye 9,50 €. Et si on travaille avec consigne, on paye 1,40 €. Donc, c'est une différence de 8,5 cents par litre de produit vendu. Donc, si quelqu'un vend 1 litre de jus de pomme et qui travaille en consigne, automatiquement, en travaillant avec nous, il épargne déjà cette taxe-là. La deuxième question, je te propose juste de donner 2 chiffres. C'est le nombre d'utilisations minimum peut-être et les kilomètres qui sont intéressants. Voilà. La consigne est écologiquement intéressante si on reste dans un certain rayon, on va dire 300 km. Donc une zone de chalandise de 300 km. Et le nombre de réutilisations, en moyenne, on parle d'environ 20 réutilisations. Ça dépend maintenant d'un secteur à l'autre, d'un modèle de boisson à l'autre, et combien de producteurs est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc voilà. Super. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions, mais je laisserai peut-être, on demandera à Laurent s'il veut bien donner son adresse mail ou quoi, c'est pour des échanges, pour qu'on puisse échanger comme ça sur chacun des projets. Merci Laurent. Alors maintenant, j'invite Gérald. Donc, Gérald est dirigeant de la société Air Ambiance. C'est une société PME familiale qui est située à Bâtisse, donc dans le pays de Herve, tout près de Liège. Société familiale, pourquoi? Parce que Gérald et son cousin Valentin Faouet ont repris l'entreprise il y a plusieurs années. C'était une entreprise créée par leurs 2 papas. Et c'est une entreprise, en plus d'être familiale, qui a des valeurs très fortes en termes environnementaux et sociaux. Et c'est pourquoi la société, Gérald et ses collaborateurs se sont intéressés à l'accompagnement en économie de la fonctionnalité et de la coopération développée par Eclo. Et donc, je vais laisser Gérald présenter Ambiance et la réflexion qu'ils ont en cours. Merci, bonjour à tous. Voilà, on peut déjà passer sur le slide suivant. Donc, en quelques mots, donc, Air Ambiance, elle a été créée il y a 25 ans.
Et donc, j'ai simplement rassemblé quelques chiffres. Donc, actuellement, Air Ambiance, c'est 2 sites d'exploitation parce qu'on est, comme l'a dit Perrine, situé à Bac, vient d'ouvrir une antenne sur la province de Namur, à Marchand-Famenne. Voilà, 56 ambassadeurs, puisque nous sommes actuellement 56 personnes au sein de la société, avec d'une part plus ou moins une quinzaine d'employés et le reste de techniciens ouvriers qui sont sur chantier. Donc 25 ans d'existence. Donc Valentin et moi, on a repris la société il y a de ça maintenant 6 ans et demi. Donc quatre métiers. Donc c'est la climatisation, les pompes à chaleur, la ventilation et la réfrigération. Et donc nos papas, à Valentin et à moi, ont depuis toujours insufflé plusieurs valeurs, mais qu'on n'avait pas encore, qui n'avaient jamais définies avant notre reprise. Et donc c'est la première chose qu'on a souhaité définir, nous, à notre reprise. Donc, ce sont les 4 valeurs phares de la société. C'est la confiance, le respect, l'excellence et l'équilibre. Ces valeurs-là sont vraiment des valeurs qui nous guident au jour le jour dans toutes les décisions qu'on prend, dans toutes les décisions stratégiques. Voilà, parce que c'est quelque chose que les gens en général qui sont actifs au sein de la société n'arrivent pas à expliquer. Ils se sentent bien, ils se sentent écoutés, ils sentent que c'est une société avec des valeurs humaines. Mais voilà, il y a un plus chez Air Ambiance, c'est une société qui est différente. Et donc ici, on est en train de justement travailler à le définir et à pouvoir mettre des mots réellement sur ce qui se passe au sein de notre boîte. Donc Air Ambiance, c'est aussi 2 ambianceurs. Donc ce sont des personnes qui sont garantes de l'ambiance au sein de la société. Et donc il y a perpétuellement des événements qui sont organisés avec des journées Air Ambiance, avec des team building. Voilà. Alors, il y a également un potager d'entreprise. Donc, depuis 4 ans, on a souhaité mettre en place un potager dans un terrain qu'on avait à l'arrière du bâtiment. Pourquoi? Bien simplement, c'est pour répondre à nos valeurs qui sont le respect et l'équilibre. Donc, que ce soit l'équilibre alimentaire, que ce soit le respect de la nature, le respect de l'écosystème. Voilà, donc ce sont ce genre de projets au fait, qui nous motivent et qui nous poussent à être une société un petit peu différente des autres sociétés du même type que le nôtre. Et alors, oui, 1000 abeilles, parce que forcément, avec le potager, il fallait mettre des abeilles pour butiner les plantes et les fleurs. Et donc, voilà. Alors, pourquoi l'EFC? Pourquoi l'économie de la fonctionnalité, de la coopération? Au fait, on a toujours souhaité être ouvert sur le monde extérieur et être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. La crise du Covid, évidemment, n'a rien, ou plutôt a renforcé cette écoute parce que via cette crise, mais déjà avant, depuis le tout début de notre reprise, on s'est toujours senti un petit peu vulnérable parce que simplement notre modèle économique est parfois effectivement très linéaire, c'est-à-dire qu'on achète des produits, on les installe chez nos clients, on trie quand même nos déchets, on les recycle, mais voilà, après un certain temps, forcément, les installations qu'on a réalisées sont remplacées et sont simplement mises de côté. Et on s'est toujours senti vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on dépend énormément du marché, simplement. On dépend des secteurs comme la construction, de l'industriel, etc. Et donc, forcément, on se rend vulnérable de par ce fait, parce qu'à partir du moment où l'économie ne va pas bien, eh bien, notre chiffre d'affaires diminue. Et donc, la réflexion vers l'EFC, ça a été ça le point de départ. Et puis, en même temps, ça colle complètement à notre souhait de répondre que Air Ambiance ait un rôle sociétal fort, d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique. Donc, c'est une ouverture d'esprit, au fait, par rapport... on peut passer au slide suivant, hein, je pense.
Donc, on va passer, c'est simplement des photos d'installation qu'on réalise. On peut passer directement au slide suivant. Voilà. Ici, c'est chez Spamonopole, ce sont des installations d'extraction d'hydrogène. Donc, on travaille aussi bien chez le particulier pour des installations de confort que des installations industrielles avec de la technologie très poussée. On peut passer au slide suivant. Voilà, avec des régulations poussées dans le secteur de l'industrie. Slide suivant encore. Voilà, avec des chambres froides, donc dans le pharmaceutique. Voilà, slide suivant encore. Donc là, on est dans le secteur bancaire. Et voilà, et donc on peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, j'ai perdu mon fil. Donc, on avait ce souhait donc, de ne plus être dépendant justement de l'économie, et donc on souhaite absolument, c'est quelque chose qu'on a mis sur pied, c'est rester dans l'océan bleu. Je ne sais pas si vous connaissez la fable de l'océan bleu et de l'océan rouge, c'est-à-dire que l'océan rouge, c'est l'océan dans lequel tous les requins se mangent entre eux. Et l'océan bleu, eh bien, c'est ce qu'on vise perpétuellement, donc c'est d'être les numéros 1 et d'être innovant dans tout ce qu'on définit. Donc, les objectifs donc, de faire appel à l'EFC, c'était évidemment de redéfinir notre business model pour avoir une réflexion justement par rapport à l'économie circulaire, mais aussi pour pouvoir créer de la valeur chez nos clients, c'est-à-dire de réfléchir à comment fonctionne notre modèle actuel et quelles sont les choses qu'on pourrait rajouter, donc les services qu'on pourrait offrir en plus à nos clients. Et donc, les intentions, bien, c'est l'humain, la qualité, l'équilibre. Et donc, pour répondre à notre valeur d'équilibre, qui est une valeur très forte, que ça soit en interne avec l'équilibre de nos équipes, de l'équilibre de notre personnel, puisque pour nous, c'est très important que ce n'est pas seulement 56 collaborateurs, mais c'est aussi 56 familles. Ce qu'on souhaite, c'est que l'entreprise soit une expérience humaine, puisqu'on y passe quand même un paquet de temps dans notre vie. Voilà. Et donc, pour répondre à tout ça, on avait besoin de se reconnecter, de s'ouvrir au monde extérieur et à réfléchir à ce qu'on pouvait apporter en plus à nos clients et en interne, donc à notre personnel. Voilà, on peut passer au slide suivant. Donc, évidemment, la démarche chez nous, elle est en cours. On a eu plusieurs séances jusqu'à présent, mais donc on n'est pas encore passé sur un partage au niveau des équipes, mais donc on est dans un accompagnement actuellement avec plutôt les cadres opérationnels, on va dire. Mais au fait, cet accompagnement, en fait, il permet d'avoir des moments de réflexion, des moments, un petit peu des bouffées d'oxygène par rapport à ce qu'on vit habituellement, donc dans la production et dans le travail quotidien. Et donc, ça nous permet simplement déjà, dans un premier temps, de ne pas nous endormir sur ce qu'on fait, de rester éveillé, d'avoir une veille active. Et ça insuffle déjà une grande envie aux collaborateurs parce qu'il y a une communication autour du projet EFC. Il y a déjà eu quand même une communication à toutes les équipes. Et avant même qu'on ait fait rentrer le personnel dans la démarche, il y a déjà il y a déjà une veille active de la part de tout le monde qui se produit, et il y a déjà des idées qui sortent. Voilà. Donc, sur ce que ça génère, c'est principalement, c'est que l'obstacle qui, par exemple, sont des crises comme le Covid, deviennent tremplin. C'est-à-dire que on a décidé, plutôt que de rester scotché à notre modèle, de surfer sur la vague et donc de se servir un petit peu de ces craintes, de ces peurs, pour pouvoir aller plusieurs pas plus loin et réfléchir à ce qu'on fait. Donc voilà, slide suivant.
S'il te plaît. Voilà, pourquoi se lancer? Au fait, l'EFC, comme je disais, c'est un accompagnement de plusieurs personnes. Et donc, une fois par mois, en moyenne, on se retire du quotidien et on réfléchit à ce qu'on va, à ce qu'on va faire, à ce qu'on va proposer à nos clients. Et donc, depuis le début de notre accompagnement, eh bien, on voit clairement qu'il y a un terreau fertile qui est là et les idées fusent. On voit aussi qu'il y a déjà des propositions de création de valeur chez nos clients, puisque on réfléchit à plusieurs pistes, notamment de proposer, par exemple, de la location plutôt que de la vente. Voilà, il y a un projet aussi qui est sorti dans la presse il y a quelques temps, il y a quelques jours plutôt, qui est la création d'un groupe de ventilation au service des secteurs événementiels et Horeca pour justement leur permettre de réouvrir. Voilà, il y a toute une réflexion, il y a presque un bureau d'études qui se lance dans des nouvelles pistes de business model, de business. Voilà. Merci Gérald. Alors, il n'y a pas encore de questions dans le chat, mais moi j'en ai une. Parce qu'évidemment, le FC, je pense qu'on le comprend dans ton discours, amène pas mal de pistes d'ouverture d'esprit à différents niveaux. Par contre, on n'arrive pas encore à cerner concrètement ce que va faire Air Ambiance. Est-ce que, moi je sais, puisqu'on t'accompagne, que vous réfléchissez à une offre intégrée, donc de vraiment avoir beaucoup plus de valeur pour le client, de la valeur en fait que vous avez déjà, mais qui demain va être beaucoup plus communiquée au client. Est-ce que tu peux dire, sans révéler de secret évidemment, mais peut-être ce qui va apparaître dans votre offre demain, qui aujourd'hui n'est pas communiqué en tant que tel au client? C'est ça. Au fait, on a nous, au sein d'Air Ambiance, on a des obligations légales par rapport à la gestion, par exemple, des gaz réfrigérants. On a des obligations de comptabilité, donc des gaz réfrigérants. C'est-à-dire qu'on offre à nos clients tout un panel de services, mais qui ne sont absolument pas valorisés. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir définir au fait tout ce qu'on offre, tout ce qu'on propose à nos clients et de pouvoir le valoriser. Et de cette façon-là, identifier la société Air Ambiance comme étant une société accompagnatrice plutôt qu'une société de vente et d'installation. Voilà, en gros, dans les grandes lignes. Donc, si je peux te compléter en reprenant les mots d'Air Ambiance, vous souhaitez accompagner les entreprises dans leur écologisation. Voilà, oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc, d'être vraiment pas juste une société prestataire d'installation, mais vraiment les accompagner avec d'autres choses que des installations dans leur écologisation. Oui. Réutilisez vos mots, hein, c'est pas les miens. Voilà, tout à fait. On a la chance depuis le début, de surfer sur les nouvelles technologies et notamment dans la climatisation, les pompes à chaleur, la ventilation. Ce sont des secteurs qui sont parfois pas très bien vus. Mais notre fer de lance, au fait, c'est d'utiliser notamment la clim, la pompe à chaleur et la ventilation justement pour écologiser les sociétés et pas uniquement voir le confort, mais également donc plutôt que, pas uniquement voir le confort, mais aussi les économies d'énergie, la récupération d'énergie, on surfe très fort là-dessus. Et donc, on a cette idée-là, oui, effectivement. Et alors, je vois juste une courte question dans le chat. Je réponds moi-même à la moitié. Donc, quel est le retour de vos clients prospects sur vos propositions? Les avez-vous déjà sondés? Donc, là, je me permets de répondre. Donc, en fait, on va être dans cette phase où les projets vont être communiqués à l'équipe et où il va y avoir justement des sondages sur le terrain. Donc là, il n'y a pas encore de réponse à ce stade. Par contre, la deuxième partie de la question, c'est quels sont les freins d'un passage à l'EFC pour l'entreprise? Alors là, je te laisse peut-être dire un mot là-dessus. Les freins, c'est
ça pourrait être que ça génère tellement d'énergie il faut suivre le rythme et s'accrocher au wagon. Et donc, simplement, il faut tout changement au sein d'une société, ça crée des inquiétudes. Et donc, c'est simplement ça. Le frein pourrait être de ne pas intégrer les équipes dans la démarche. Simplement, je pense qu'il faut communiquer un maximum et que tout le monde participe au projet. Mais sinon, c'est hyper gratifiant et hyper nourrissant. Super, merci Gérald. Donc Gérald, je te propose, si jamais il y a d'autres personnes qui ont des questions, si tu es d'accord de partager une adresse mail ou dans le chat, comme ça ils peuvent te contacter directement. Je fais ça. Alors notre troisième intervenant, merci, c'est Adrien Merlène, qui est fondateur du projet Les Petits Doigts. Donc Adrien, il est menuisier de formation. Il a créé tout d'abord l'entreprise Respectable, qui est une menuiserie située à Namur et qui est spécialisée dans les aménagements en bois intérieur et il y a un peu plus d'1 an, il a souhaité se lancer dans un nouveau projet plus spécifique qui s'appelle donc Les Petits Doigts et qui est un projet d'objets de décoration en bois local et qui a la spécificité d'avoir été réfléchi de manière circulaire, vraiment de A à Z, et ce n'est pas encore fini. Le projet, il est accompagné ici, on l'accompagne par Éclos plutôt dans la réflexion du business model, mais il est aussi accompagné par le BEP, qui est un organisme qui est situé à Namur. Alors voilà, Adrien, je te laisse nous en dire plus sur ton projet. Merci Perrine pour ce super résumé et bonjour à toutes et à tous. Donc, Les Petits Doigts, c'est quoi? En fait, c'est de la décoration du mobilier dans laquelle on a vraiment mis toutes nos valeurs pour avoir un monde plus durable et plus soutenable. Ça passe par certains points. Donc, on travaille vraiment uniquement avec du bois local. Donc, on est membre du label bois local, mais on est encore plus strict. On achète vraiment que dans des scieries wallonnes. On essaye de plus en plus de travailler à partir de déchets qui existent, prélever le moins possible de ressources sur la planète et aussi l'aspect social. Donc, on essaie de travailler avec des partenariats avec des entreprises de l'économie sociale, donc des ateliers de travail adapté, des entreprises de formation, enfin de réinsertion par le travail, etc. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, on produit des lampes, des porte-manteaux, des horloges, vraiment du petit mobilier comme ça. Et là, je fais un peu de pub pour notre projet. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. On est actif sur les réseaux sociaux et on a depuis assez peu longtemps notre propre webshop. Donc, si vous adorez ce qu'on fait, à un moment, n'hésitez pas à aller visiter cet endroit. Page suivante, s'il te plaît. Notre réflexion d'économie circulaire, Perrine a un peu expliqué. À la base, on est une menuiserie qui fait du sur-mesure, donc des cuisines équipées, dressing, etc. Et comme Gérald l'a un peu expliqué, on est dans le secteur de la construction. On est exécutant, donc on lit des cahiers de charges et puis on les exécute. Et parfois, on fait des choses qui ne nous plaisent pas vraiment au niveau écologique. Donc, on va travailler avec des panneaux de MDF laqués, avec du corpion, des choses comme ça, mais c'est vraiment pas nos valeurs. Et c'est de là qu'est née l'idée de pouvoir s'extraire de tout cet impératif en produisant notre propre cahier de charges. Il fallait créer nos propres produits. Et on a poussé à fond vraiment le fait de diminuer notre impact sur l'environnement de 2 manières. La première chose, c'est dès qu'on prend une ressource, c'est essayer de remettre cette ressource dans l'environnement. Donc, en fait, pour chaque objet qu'on vend, des petits doigts, on plante un arbre. C'est un peu notre façon de remettre la ressource qui sera disponible pour les générations suivantes. Et on va même plus loin, on remet plus que ce qu'on a pris. Donc, par exemple, dans un arbre, on fait environ 300 lampes. Et donc, en coupant un arbre, une fois qu'on aura vendu les 300 lampes, on va en replanter 300. Donc, on peut même dire qu'au niveau carbone, on arrive à être négatif comme ça. Et l'autre grand axe, c'est justement de ne pas du tout prélever de ressources. Et donc là, on va faire un peu les poubelles des autres entreprises, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des mines d'or dans les autres entreprises. Et à la page suivante, je vais un peu expliquer à la slide suivante, je vais un peu expliquer deux points qu'on a utilisés. Donc la première chose, comme je vous ai expliqué, on vient d'ouvrir un webshop. Donc on avait, entre guillemets, un problème logistique de comment envoyer nos belles lampes, nos belles horloges.
Et là, on a travaillé sur le fait de créer notre propre carton, mais au lieu d'acheter du carton tout fait, etc., c'est vraiment de récupérer les déchets des autres entreprises. Donc, grâce à notre partenariat avec le BEP, on a été mis en contact avec des entreprises qui avaient des montagnes de cartons à jeter, qui ne savaient pas comment les évacuer, etc. Et nous, on a eu comme projet de les prendre, de les réusiner pour en faire vraiment des boîtes pour nos produits. Les boîtes ont plusieurs avantages. Donc, elles sont sur mesure, donc elles sont les plus petites possibles. Il n'y a pas de calage en frigolite ni rien. Donc, elles prennent moins de place dans les camionnettes de livraison. Et il y a aussi surtout le fait que, comme je l'ai dit, on n'a pas utilisé de ressources. On a pris quelque chose qui existait déjà, qu'on n'a pas commencé à abattre des arbres, fabriquer du papier, etc. Et l'autre projet qui est en cours de réalisation, en fait, c'est d'essayer, au lieu de prélever des arbres pour avoir du bois, c'est de prélever des déchets d'arbres. Donc, le long des voies de chemin de fer, sur les lignes de tension, le long des routes, etc. Il y a beaucoup de végétation qui doit être abattue parce qu'elle commence à poser un danger, etc. Et la plupart du temps, en fait, elle est seulement broyée sur place, puis on laisse le tas de bois et on passe à autre chose. Donc, de nouveau, grâce au réseautage et à nos relations, on a réussi à remonter un peu la file. Comme on voit sur la petite photo, on vient d'acheter notre premier camion de robinier. Et par rapport à l'aspect social, au lieu de travailler avec une entreprise classique d'abattage, on a réussi à inclure dans la boucle, en fait, une ASBL d'insertion par le travail qui s'occupait justement d'abattre les arbres, etc. Voilà 2 exemples concrets. Maintenant, on peut passer à la slide suivante. Les résultats de notre démarche, comme toute l'entreprise des petits doigts s'est construite autour de nos valeurs, quand on arrive à pousser nos valeurs aussi loin qu'on veut, évidemment, il y a une satisfaction personnelle très agréable. Là, par exemple, le premier camion de bois qui est arrivé à la Syrie, on était super contents parce que ça a été beaucoup de travail, mais on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. De par cette démarche, en fait, on a un accès assez privilégié à certaines catégories de consommateurs et de consommatrices qui ont les mêmes valeurs que nous et donc qui, à prix égal, voire même peut-être supérieur ou quoi, vont quand même se diriger vers nous parce qu'on transmet pas seulement l'objet, on transmet les valeurs qui vont avec. Aussi, un effet un peu secondaire, c'est que ça crée naturellement du contenu de communication. Là, je reprends l'exemple du carton sur mesure. En fait, grâce à ça, on est passé dans la presse écrite, sur les radios, à la télévision, etc., sans devoir vraiment s'imposer. C'était les médias qui étaient intéressés par notre spécificité. Et ça pousse à l'innovation de manière perpétuelle, justement, comme on cherche des alternatives, on creuse, puis boum, on finit par trouver des nouvelles façons de faire. Par contre, rien n'est parfait, évidemment, dans ce monde, donc il y a quand même des côtés un peu négatifs. Un côté négatif, c'est que c'est très, très chronophage parce qu'il faut tout repenser depuis le début, quoi. C'est presque comme réinventer la roue à chaque fois qu'on veut avancer. Donc ça, c'est vraiment extrêmement chronophage. Et il y a la question de la rentabilité financière. Comme on sort des carcans, en fait, on fait beaucoup de tests sans savoir si ça va être rentable. Donc, les cartons, on s'est là-dedans sans savoir. En fait, produire notre propre carton coûtera 10 fois plus cher que d'en acheter un tout fait. Le camion de bois, même chose. C'est seulement quand on aura transformé en planche qu'on saura si finalement c'est économiquement viable ou alors ça aurait vraiment été mieux d'acheter des planches faites. Aspect chronophage, ça j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est vraiment le plus difficile. C'est le temps que ça prend de tout créer comme ça. Et comme on est dans un aspect découverte et qu'on sort des carcans aussi, c'est de pouvoir sécuriser les approvisionnements. Par exemple, pour les cartons, du coup, on dépend des déchets d'une entreprise. Si à un moment, cette entreprise travaille moins, elle produira moins de déchets, donc nous, on aura moins de cartons. Voilà, donc c'est toutes des petites zones de flou comme ça à devoir gérer. Et Claude, dans toute cette procédure, la première réponse, et on est là grâce à qui? À Eclos. Moi, je suis suivi personnellement par Perrine, qui fait un super boulot d'accompagnement avec nous. Ils ont une grande expertise dans tout ce qui est l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Ils font beaucoup de webinaires par rapport à ça. Ils ont un très bon réseau. Donc, on a déjà eu accès justement à des contacts qu'on n'aurait pas pu avoir accès sans eux. Le fait qu'ils organisent des séminaires, des colloques, des webinaires, ça permet nous de nous former, mais aussi de parler de notre projet comme maintenant.
Merci Adrien pour cette belle présentation. Donc maintenant, nous allons passer au dernier témoignage qui va être présenté par Julie Rabatel. Donc Julie Rabatel qui est Product Development et Customer Service Engineer chez Ahlström Munksjö. Donc Ahlström Munksjö est situé à Malmedy et fait partie d'un grand groupe finlandais. Et alors, l'entreprise est active dans la fabrication de papier intissé. Donc c'est du papier mural assez résistant. L'entreprise a énormément de déchets de papier intissé et donc c'est pourquoi Eclo l'accompagne dans la valorisation de déchets. Mais Julie est là justement pour nous en dire plus à ce sujet. Donc voilà, je laisse la place à Julie. Merci Pauline. Alors en effet, je voudrais vous présenter le groupe suédois-finlandais Ahlström Munksjö qui, au travers du projet Stream, collabore avec Eclo pour essayer de valoriser les déchets que nous produisons à l'usine de Malmedy. Donc, tout d'abord, qui est Ahlström Munksjö? C'est en fait le leader mondial des solutions de matériaux à base de fibres. On emploie un peu plus de 8000 employés dans le monde et on couvre des clients qui sont dans une centaine de pays. Au total, on dénombre 45 usines et pour un ordre d'idée, le chiffre d'affaires s'élevait en 2019 à 3 milliards d'euros. Alors, pour la slide suivante, quel est notre domaine d'activité? Donc, on a 5 domaines d'activité différents. Celui de l'usine de Malmedy, c'est la filtration et performance. Et plus précisément, à Malmedy, on est spécialisé dans la production de non-tissés, non-wovens. Et plus particulièrement, on réalise des non-tissés qui vont être appliqués au domaine grand public, c'est-à-dire des papiers peints. Et récemment, le groupe a investi 10 millions d'euros pour élargir un petit peu ce domaine d'activité à des solutions plus industrielles de non-tissés. Donc, ça va être par exemple des filtres automobiles. Alors, ensuite, je voudrais vous parler de la collaboration avec Eclo. Donc, comment est-ce que ce partenariat est né? Alors, pour commencer, la stratégie du groupe d'Ahlström Munksjö pousse les usines à réfléchir à leur impact sur l'environnement, de même que la sécurité et la santé sont des valeurs qui sont vraiment au cœur de la stratégie. Pour commencer, une des matières premières que nous utilisons en grande quantité, c'est la pâte à papier, donc c'est une ressource qui est naturelle. Et nous, ici, on fait le choix d'utiliser des ressources d'origine fiable, donc certifiées FSC. Là, il y a d'autres régulations qui sont instaurées, comme les régulations européennes. Et en plus de contrôler les ressources de nos usines, tous les produits qui en sortent répondent à des exigences internationales. Par exemple, nous avons la certification européenne et on utilise aussi souvent des produits qui sont REACH compliant, les substances rejetées après et qui seraient nocives pour la santé et l'environnement. Donc, toutes les valeurs de l'économie circulaire, en fait, elles se retrouvent vraiment dans la stratégie du groupe. Et nous, à notre échelle, à Malmedy, on a observé qu'on produisait quand même beaucoup de déchets au final. Donc, pour avoir un ordre d'idée, si on peut passer à la slide suivante, on a produit en 2020 427 tonnes de papier non tissé qui n'a pas été vendu. Alors, ces déchets, ils se présentent sous 3 formes différentes que vous pouvez voir sur les images ici. Les bobines, pour commencer, ça représente notre second déchet en termes de volume. On en a fait en 2020 177 tonnes. Et aujourd'hui, ce papier n'est pas acheté, il est exporté sur un autre continent pour en faire des nappes à usage unique. Et bon, ça reste quand même un recyclage pour ce déchet, mais il n'est pas idéal dans le sens où ce n'est pas local et c'est un peu dommage que les performances du papier non tissé ne soient pas exploitées ici. Ensuite, on produit aussi du papier non tissé en vrac, ça représente notre troisième déchet en termes de volume. On en produit quasiment autant que les bobines, 170 tonnes par an. Et cette fois, il est inutilisable, ce papier, pour l'instant, donc on débourse quelques dizaines de milliers d'euros pour l'incinérer.
Et finalement, le dernier déchet de non tissé, ce sont les rognures. On fait 80 tonnes par an. Et de la même manière que le vrac, va être incinéré. Il ne faut rien en faire d'autre. Ces 3 volumes de déchets, il faut comprendre qu'ils ne sont pas compressibles dans le sens où ils découlent de la machine à papier directement, ou alors ils sont issus de notre contrôle qualité strict qui justifie en fait qu'aujourd'hui on serait leader sur le marché du papier non tissé haut de gamme. Donc il faudrait trouver plutôt une solution pour valoriser ces déchets puisqu'ils ne sont pas compressibles. Alors, c'est ici que le projet Stream intervient. Dans un premier temps, je voudrais parler du projet Stream, enfin du fonctionnement du projet Stream. Alors, il a été initialisé lors d'un bootcamp durant lequel des étudiants ont proposé différents concepts. Oui. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Voilà, il y a un bootcamp qui a été réalisé durant lequel des étudiants ont proposé différents concepts avec ces déchets. Et ensuite, il y a un parcours d'innovation qui a été sélectionné pour l'un de ces concepts, qui était le panneau d'isolation thermique. Donc, pendant 9 mois, Eclo va nous accompagner pour, in fine, proposer un prototype de panneau d'isolation réalisé à partir de déchets non tissés. Et pendant ce projet, on va avoir accès à des infrastructures, des expertises technologiques, design et business. Et ce qui est intéressant pour l'entreprise Alstom Munjö ici, c'est que toute la coordination est faite par Eclo et Wallonie Design. Et ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude de faire à l'usine. Donc, c'est vraiment une plus-value pour nous dans ce projet. Où en est le projet actuellement? Donc, on est à l'évaluation de la faisabilité technique. Alors, on est en recherche de partenaires pour réaliser ces panneaux d'isolation et les caractériser. Et en parallèle, on étudie aussi le marché donc pour voir s'il n'existe pas déjà des brevets ou s'il n'existe tout simplement pas déjà des filières de recyclage de papier en panneaux d'isolation. Alors, quelques mots plus en détail sur le projet, si on peut revenir juste sur la slide avant. Sur le panneau d'isolation, le projet de panneau d'isolation thermique. Donc, comme vous l'avez compris, l'objectif ici, c'est de transformer les papiers non tissés en solution d'isolation thermique. Et l'idée serait de rester local par rapport à la filière qu'on a pu développer aujourd'hui avec les bobines. Et en plus, ces panneaux, ils pourraient réutiliser les performances techniques du non tissé. Donc, ce serait les principaux avantages en fait, de ce projet-là, c'est de recycler, d'utiliser les performances et du coup d'avoir quand même un panneau qui serait bon marché du fait de la quantité de déchets, donc de matières premières pour réaliser les panneaux. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute et puis si jamais ce projet vous intéresse, si vous avez des questions, je suis à votre écoute et je serai ravie de discuter avec vous. Un tout grand merci, Julie. Donc voilà, ici on a une question d'Adrien. Donc c'est pourquoi est-ce que le papier ne peut pas être recyclé? Pourquoi ne part-il pas dans les filières de recyclage plus traditionnelles de papier? Alors en fait, on ne peut pas utiliser les mêmes filières de recyclage que pour le carton ou le papier traditionnel parce que c'est du non tissé et le non tissé, ce qui le différencie du papier, c'est la présence de fibres synthétiques. Donc c'est des fibres de polyester et malheureusement, elles peuvent pas être processées de la même manière lors du recyclage. Donc elles ne sont pas dégradables, biodégradables et on n'a pas encore de solution aujourd'hui pour s'occuper de cet ingrédient-là dans la formulation. Et par rapport au projet Stream, la plus-value du projet, je pense qu'elle se situe surtout au niveau des 3 expertises qui sont présentes, donc expertise design, expertise techno, expertise business. Est-ce que tu peux peut-être en dire un mot à ce sujet? Oui, alors c'est vrai que c'est très intéressant pour l'entreprise aujourd'hui d'avoir ces expertises dans le sens où on n'a pas vraiment l'effectif ou les compétences réelles en interne. Donc si on voulait vraiment faire ce travail, ça nous prendrait beaucoup de temps et d'énergie.
Et même que ce soit pour déléguer, trouver des partenaires, ce n'est pas quelque chose qu'on a réellement l'habitude de faire. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué dans les grands groupes de trouver le temps, je dirais, pour développer l'économie circulaire. Donc, c'est une plus-value pour nous de travailler en partenariat avec d'autres entreprises comme Eclo. C'est ça. Ben, un tout grand merci en tout cas pour ton intervention. Je pense qu'on a fait le tour des questions, des commentaires. En tout cas, il n'y a plus rien dans le chat. Donc voilà, je vous propose de conclure ce webinaire. Donc, je voudrais remercier tous les participants qui ont été présents avec nous aujourd'hui et tous les intervenants qui nous ont présenté de belles choses très inspirantes et très intéressantes. Donc, si un des projets vous a intéressé ou que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici sur la slide les personnes de contact pour les différents projets. Et si vous avez simplement une question par rapport au service d'Eclo, vous pouvez simplement nous contacter à l'adresse info@. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et encore un grand merci pour votre participation. À très bientôt.